Écoutez, bonjour à tous. Nous vous proposons de commencer donc ce nouveau webinaire CIRPO qui est donc consacré aux soins aux nouveau-nés. Alors avec nous pour cette heure de discussion, donc Delphine Dallier qui est vétérinaire. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors avant que nous commencions, deux, trois petites indications. Ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra le replay dans le courant de la semaine ou au début de semaine prochaine, dès qu'il sera en ligne. Et d'autre part, bien évidemment, nous attendons vos questions, vos réactions. Donc, pour cela, il y a deux solutions. Soit vous écrivez dans le chat, c'est écrit conversation en haut. Et moi, je vais retranscrire vos questions à Delphine. Elle a prévu des plages à cet effet. Soit vous levez la main et je vous donnerai la parole. Voilà. Et on commence sans attendre. Delphine, avec un petit peu un état des lieux, quand est-ce qu'exactement nos agneaux meurent? Oui, alors les agneaux meurent. L'objectif quand même, c'est d'avoir des agneaux qui soient vivants, en bonne santé et qui arrivent au bout. C'est vrai que le soin au nouveau-né, c'est ce qui permet de sauver le maximum d'agneaux. Alors, si on regarde les constats qui ont été faits, il y avait beaucoup de travaux qui ont été faits sur les années 2009 à 2015. Ça montrait des taux de mortalité qui étaient assez variables, avec une moyenne autour de 13 à 20%. Donc, sur l'étude IDEL en 2012, on était à 13,8% de mortalité. L'étude Limovin, c'était un peu plus. On était à 19% de mortalité des agneaux. Et si on regarde les périodes où meurent le plus les agneaux, on se rend compte qu'en fait, la majorité des agneaux sont morts avant 2 jours. Là, sur l'étude Limovin, on était sur 11,5% d'agneaux morts avant 2 jours. C'est-à-dire qu'on est sur des soucis de démarrage, de naissance et de démarrage. Avec de très, très grandes variabilités. Sur l'étude IDEL, on est de 3,6 à 27% de mortalité. Ça veut dire qu'on a quand même moyen d'agir sur cette mortalité précoce. Et si on regarde par type de mortalité, si le graphique arrive, oui, il arrive. Si on regarde ce qui fait mourir en majorité les agneaux, on voit que la plupart des agneaux sont morts pour des raisons d'élevage. 50% de ces mortalités sont des causes de fin de gestation et de démarrage de lactation. La première cause, c'est même le démarrage de la tétée. Il y a plus de 12% sur l'étude Limovin que j'ai menée en 2009, il y a plus de 12% des agneaux qui sont morts de faim. Inanition, ça veut dire mort de faim. Donc, soit qu'ils n'ont pas eu accès à la tétine, soit que la brebis les a refusés, soit qu'il n'y avait pas assez de lait. Peu importe la cause, on a regroupé ça sous le terme mort de faim. Ça veut dire que d'aider les agneaux à la naissance, ça permet d'économiser une part importante de mortalité. Les causes infectieuses, elles arrivent très, très loin derrière. On voit que le syndrome colibacillaire qui tue le plus les agneaux sur des très jeunes agneaux, on est à peine à 6%. Donc, il y a moitié moins d'agneaux qui meurent de syndrome colibacillaire que de ça. Et c'est quand même plus facile d'agir sur la première tétée que sur des colibacilles présents en fer. Si on cumule toutes les causes liées à la tétée, on peut mettre le syndrome colibacillaire comme un manque de colostrum. On a les écrasés et aussi les arthrites qui sont des conséquences tardives de manque de tétée. Donc, si on cumule toutes les causes liées à la tétée, vous voyez qu'on est sur une écrasante majorité. Donc, gérer l'agnelage, ce n'est pas faire naître des agneaux. Gérer l'agnelage, c'est aider à la première tétée. Voilà, des réactions par rapport à ce premier état des lieux. Ensuite, Delphine va bien évidemment bien détailler la tétée et l'importance du colostrum, comment on fait quand on n'en a pas assez, etc. Parce que je suppose que ça vous intéresse. S'il n'y a pas de réaction, écoutez, on passe à la suite. Hein. Donc, Delphine a tout ce qui est tétée du colostrum. Oui. Alors, on a dit les agneaux meurent de faim. Quand on dit meurent de faim, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas pu se réchauffer au démarrage. Le premier rôle de la première tétée, on vous parlera du colostrum, l'intérêt immunitaire tout à l'heure, mais le premier rôle, et celui qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier lait, il sert surtout et avant tout à réchauffer l'agneau.
Si on regarde la composition du lait de brebis, je vous ai mis les compositions standards de lait de brebis en brebis laitière. On est sur un taux protéique de 55 et un taux butyreux, donc une quantité de matière grasse qui est de 75 grammes par litre. Alors, qui sont en allaitant, ça ne vous parle peut-être pas. Je vous ai mis les valeurs en vache et en chèvre. En matière grasse, sur la vache, on est à 37, donc comparé à 75, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose qui est moins gras. Et sur la chèvre, on est à 38, donc à peu de choses près la même chose que la vache. Par contre, sur la chèvre, c'est le taux de protéines qui est beaucoup plus faible. Le lait de chèvre, c'est beaucoup plus liquide. Vous l'avez tous vu à la première traite, le lait de brebis, c'est un lait qui est très gras, très épais. Et s'il est très gras, c'est parce que la matière grasse sert à réchauffer l'agneau. À la naissance, l'agneau, il sort de sa mère. Sa mère, elle était à 40 degrés de température à peu près du fait de la préparation à l'agnelage. Donc, la température de l'agneau à la naissance, elle est de 39,5. Et ensuite, il va devoir se maintenir à 38,5 degrés toute sa vie, alors qu'il n'a jamais appris à réguler sa température. C'est quelque chose qui est assez difficile, qui lui demande beaucoup d'efforts. Et de téter de la matière grasse, ça va lui permettre de se réchauffer. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté quand on est parti à la montagne. On a plus envie d'une tartiflette que d'une salade verte, mais parce que la tartiflette, ça réchauffe, c'est riche en graisse et le gras, ça réchauffe. Sachez toutefois, si vous prenez la température de vos agneaux, si jamais vous trouvez que vos agneaux ils sont à une température en dessous de 37 degrés, ça veut dire que son pronostic vital est engagé. Ça veut dire que même si vous lui donnez à manger, que vous le mettez sous un réchauffe-agneau, il y a quand même des risques que cet agneau meure malgré tous les soins que vous allez lui donner. Donc, toute la difficulté, c'est de réchauffer l'agneau avant qu'il soit descendu trop bas. Les autres composants, donc protéines et eau, ça sert surtout ensuite sur l'agneau non nouveau-né qui doit grandir. Donc, les protéines, ça va le servir à faire de la carcasse, faire du muscle et donc à grandir. Et l'eau, ça va l'hydrater, notamment sur des agneaux qui seraient en démarrage de diarrhée. À noter aussi dans les composants alimentaires du premier lait, dans le colostrum, on a une molécule qui est laxative. Le laxatif, ça va permettre de démarrer le transit parce que l'agneau dans sa mère, ses déchets ne passent pas par les crottes, mais ils passent par le nombril. Donc, ça veut dire que le rythme du tube digestif est très lent. Et chez l'agneau, on a un tube digestif qui est très, très long. Et donc, on va avoir beaucoup de matière à mobiliser. Si ce transit peine à démarrer, les colibacilles vont s'installer. Donc, ce laxatif permet non seulement de commencer à digérer, mais aussi ça prévient les infections colibacillaires qui vont arriver entre 2 jours et une semaine d'âge. Alors, les besoins en tétée pour se réchauffer, ils vont être très variables pour un agneau par rapport à un autre, notamment en fonction de l'ambiance dans laquelle il se trouve. Si l'air ou la litière est humide, l'humidité va refroidir l'agneau et donc il aura des besoins pour se réchauffer qui sont plus importants. Ça aussi, vous l'avez tous plus ou moins expérimenté. Quand on rentre dans sa salle de bain, la salle de bain est agréable, confortable. On va sous la douche, on sort de la douche et on a froid. Pourtant, la salle de bain elle est à la même température, mais c'est l'humidité qu'on a sur la peau qui nous a refroidi. Donc, si votre litière ou votre air est humide, s'il fait très froid parce qu'on est dans un contexte de montagne ou qu'on a eu une gelée, tout ça va demander à l'agneau de plus téter pour davantage se réchauffer. Donc ça, c'est le paramètre environnement. Mais l'agneau aussi, lui aussi, il n'a pas tout à fait le même bagage. En fonction de l'alimentation de sa mère en fin de gestation, il va être capable ou non de se réchauffer par lui-même en dehors des tétées. Sur le tableau que vous voyez là-dessous, c'est une étude écossaise qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité, qui montrait les capacités de réserve d'un agneau en fonction de son poids et de l'alimentation de sa mère. Donc, sur un agneau qui naît à 4 kg à terme, avec une mère bien alimentée, on a de quoi maintenir la température en dehors des tétées pendant 34 heures, sur une température de 20 degrés. C'est-à-dire qu'en total cumulé, si un agneau tète tous les 2 heures, au bout d'une journée, il aura eu 12 heures de creux à maintenir sa température. Si un agneau n'a pas tété pendant 12 heures, s'il est à terme et avec sa mère suffisamment de réserve, il a de quoi tenir un peu plus de 2 jours.
S'il est sous-nourri, donc l'agneau qui est juste à côté, 2,5 kg et mère sous-nourrie, on voit qu'il a beaucoup moins de réserve de graisse brune et que sa température va être maintenue que pendant 10 heures. Sachant que la graisse brune, c'est ce qui va lui permettre de se réchauffer pendant la première semaine. Donc, il n'a droit à d'intervalle de tétée que 10 heures pendant une semaine. Ça veut dire que si sa mère n'est pas assez nourrie, cet agneau devra téter tout le temps pour se réchauffer. Donc là, la tétée, pour le coup, c'est une urgence. Et si vous voyez, si on rajoute le phénomène température derrière si on est entre 0 et 10 degrés, on passe de 34 heures à 10 heures et de 10 heures à 6 heures pour l'agneau qui est petit et d'une mère sous-nourrie. Donc la première tétée, ça se gère déjà pendant la fin de gestation avec une ration correcte et une gestion aussi des maladies abortives. Donc ça, c'était pour le rôle alimentaire. Celui qui est un peu plus connu, dont on discute aussi le plus souvent, c'est son rôle immunitaire, mais qui n'est pas à négliger. Le rôle immunitaire, il est à la fois passif et actif, c'est-à-dire que la mère va transmettre des anticorps à l'agneau, mais elle va transmettre aussi des agents qui vont permettre à l'immunité de l'agneau de démarrer. Si vous voyez sur la courbe bleue, là, c'est l'évolution du taux d'anticorps. Ouais, vous voyez ma flèche. L'évolution du taux d'anticorps de la mère en fonction du temps. Et dessous, ça, c'est les semaines de vie de l'agneau. On voit qu'à la naissance, on est sur une protection d'à peu près 100%. Et puis, à l'âge de 4-5 semaines, la protection devient de moins en moins efficace. Mais dans la nature, les défenses de l'agneau qui vont être stimulées par la tétée colostrale vont augmenter aussi, de sorte que si on regarde la protection, on est vraiment sur une faiblesse d'à peu près 10 jours sur un agneau qui a bien tété. Pendant 10 jours, il va se retrouver avec insuffisamment d'anticorps colostraux et pas suffisamment encore de réaction de sa propre réponse immunitaire. Maintenant, si on regarde sur un agneau qui a moins bien tété, la prise colostrale est moins bonne, donc on voit que la diminution se fait plus rapidement du côté des anticorps de la mère. Au niveau de 4 semaines, on est quasiment sur plus aucune couverture par la mère. Et on voit que le démarrage de la réaction immunitaire de l'agneau, elle est beaucoup plus lente, ce qui fait qu'au moment où la mère lâche, l'agneau n'a pas pris le relais. Et là, au lieu d'avoir un trou immunitaire, une période de sensibilité qui est d'une semaine, on va avoir un trou immunitaire d'1 mois. Ce qui veut dire que pendant 1 mois, votre agneau peut attraper toutes les maladies qui sont présentes et sera complètement passif face à ces maladies. Donc, ça vous fera beaucoup plus de boulot et un risque de mortalité qui, lui, devient vraiment, vraiment important. Donc, on parle souvent des anticorps de la mère, mais ne pas oublier que la tétée colostrale lance aussi le système immunitaire de l'agneau. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire faire téter régulièrement et puis rapidement? Pour la partie se réchauffer, il ne faut pas oublier le rythme naturel des tétées. Un agneau qui est entre 0 et 2 jours, sous sa mère, il tète 8 à 12 fois par jour. Si jamais on a besoin de l'alimenter en donnant des biberons ou en sondant, on ne sera jamais capable d'alimenter 12 fois par jour. Et donc, on sera toujours dans une sollicitation des réserves de l'agneau. Donc, il a intérêt à avoir un paquet de réserves à la naissance. Ça diminue après 2 jours, mais on est quand même à 5 à 10 tétées par jour. Un agneau, ça passe son temps à téter. Et pourquoi ça passe son temps à téter? Parce que la caillette, elle est vraiment très petite. À la naissance, le volume de la caillette, on est entre 50 et 100 ml. Donc, ça veut dire que si vous faites téter un agneau et que vous voulez lui faire boire 1 demi-litre à la naissance, vous n'y arriverez pas. Physiquement, il n'y a pas la place de faire boire 1 demi-litre. Donc, il vaut mieux faire téter 50 ml 10 fois de suite que lui faire prendre 500 ml en une seule fois, où pour le coup, son aptitude de digestion, elle ne sera pas du tout respectée. Et comment savoir si, en dehors des biberons, si cet agneau tète bien? Pour tous ceux qui ont un peu d'expérience à la naissance, vous avez vu les agneaux tétés, il y a toujours cette succession. L'agneau va sous la mère, il donne un coup de tête, il remue la queue, et après, la queue, elle pendouille. Si vous avez ces 3 événements, vous savez que l'agneau, logiquement, il a une tétée qui est efficace. S'il remue la queue, et qu'il remue la queue et qu'il s'en va, c'est qu'il n'a pas eu de tétée efficace. C'est que la mère n'a pas de lait, c'est qu'elle ne veut pas lui donner son lait, c'est qu'il ne sait pas y faire. Mais ça fait partie des signes d'alerte. Un agneau qui n'a pas la queue qui pendouille ou qui ne remue pas la queue au démarrage, c'est un agneau qui ne sait pas téter ou qui n'a pas tété suffisamment. Donc ça, c'est pour se réchauffer, c'est uniquement le rôle alimentaire. Dans le cas de la protection immunitaire, on a une protection qui est efficace jusqu'à 6 heures de vie.
on a un transfert, une ouverture de l'intestin jusqu'à 6 heures. Tout ce qu'il a tété dans les 6 heures va participer à sa protection. Tout ce qui tétera après 6 heures, c'est trop tard. Donc, on considère qu'un agneau doit avoir tété 10% de son poids dans les 6 heures. Donc, s'il fait 4 kg à la naissance, ça fait 400 ml. À coût de 50 ml, vous voyez que ça fait des tétées qui sont quand même très, très nombreuses. Donc, quand on a dit ça, oui, très bien. Comment je vais vérifier, moi, mon agneau, qu'il a tété ou pas? On a les signes de tété efficaces. Il y en a beaucoup qui me disent aussi, bon, on regarde l'agneau. S'il a l'air froid, c'est que ça ne va pas. Je vous ai mis 3 photos d'agneau. A priori, celui du dessus, il va bien. Et puis, celui du dessous et celui de gauche, ce n'est pas la pêche. Oui, mais l'agneau qui est au-dessus, là, sous la neige, qui est refroidi, lui, il est à moins de 37, donc son pronostic vital est engagé. Et celui qui est dessous, ventre vide, non seulement il est ventre vide, mais il a commencé à se refroidir. En fait, celui qu'on peut aider, c'est plutôt celui du dessus qui paraît aller très bien et pourtant qui peut avoir la caillette vide. Alors, la caillette, où ça se trouve? Les repères anatomiques, c'est la dernière côté, le nombril, et la caillette, elle se trouve entre les deux. Donc, entre la dernière côté et le nombril, c'est un tout petit organe qui se situe en dessous de l'agneau, sous ses repères anatomiques. Alors, comment les voir? On peut prendre l'agneau, soulever l'agneau et aller palper la caillette. Là, vous voyez que le côté du ventre est rebondi et sous la main, on le sent. Et puis, sur les 2 agneaux qui sont pendus, on fait en sorte que la caillette redescende. On voit sur celui de gauche que la caillette est bien remplie et celui de droite, la caillette est toute petite et pas remplie. Si c'est le cas, pensez toujours à aller vérifier du côté de la brebis parce que ça peut être l'agneau qui est un peu bête, qui s'est pâté, mais ça peut être aussi qu'il n'a pas su déboucher les mamelles. Gardez en tête que ce colostrum, il est très gras, très épais et c'est parfois un peu difficile de sortir le lait de la mamelle. Quand on a un agneau nouveau-né, qu'on a souffert à la naissance, donc de déboucher la mamelle, ça peut aider à téter pour un agneau qui serait un peu faible. Alors, s'il y a des questions. Quelques questions. Laetitia demande, à partir de combien de semaines un agneau est capable de réguler sa température corporelle? Alors, c'est pas du tout au tout. Disons qu'à 1 semaine, il est à peu près complètement autonome, hormis pendant les périodes de sieste. C'est pour ça que on ne conseille pas de sortie d'agneau à l'extérieur avant 15 jours s'ils sont nés en bergerie. Sachant que la réaction, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que la première journée, il est quasiment incapable de réguler sa température tout seul. Et à 1 semaine, il est presque entièrement compétent. Donc, ça évolue relativement vite. La première journée, c'est la journée critique. Pénélope demande, sur les chiffres de mortalité et leur répartition que tu as présenté tout à l'heure, est-ce qu'il s'agissait d'agnelage en bergerie? Oui. Oui. Et est-ce que tu as des chiffres sur des agnelages en plein air? Non, je n'ai pas ces chiffres-là du tout pour des agnelages plein air. On n'avait pas non plus la case prédation pour la mortalité en plein air parce qu'on sait que c'est vraiment le premier facteur. Ça pourrait être intéressant parce qu'on sait aussi que le comportement maternel est très différent avec des agnelages plein air. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ça a été fait. Enfin, du moins, je n'ai pas connaissance de chiffres en plein air. Non, mais moi non plus. Je pense qu'on n'a pas. Et enfin, avant de passer à la suite, Aude nous demande, est-ce que tu as mis l'agneau écrasé comme une conséquence d'un manque de tété? Est-ce que ça ne peut pas être aussi une autre cause, voilà, que la mère n'a pas fait attention Si, alors, je l'ai mis dans les manques de tété parce que c'est souvent l'agneau écrasé, c'est soit des brebis qui sont faibles et qui restent souvent couchées, comme par exemple des séquelles de toxémie de gestation, des problèmes de piétin, des problèmes d'agnelage difficile où la brebis a du mal à se lever et elle se couche assez brutalement. Et si l'agneau dort bien, il se retrouve écrasé. Donc, on a ces brebis-là qui sont faibles, mais on a des manques de tétés qui sont associés parce que ces brebis qui ne se lèvent pas, pour téter l'agneau, il ne peut pas téter si la brebis ne se lève pas. On a aussi pas mal de syndromes colibacillaires qui sont masqués par ça. Et syndrome colibacillaire, c'est le plus souvent des défauts de tété colostrale. Donc, on a des agneaux écrasés parce qu'en fait, ils sont mous et ils ne sont pas réactifs. Et puis, on a les mauvaises mères qui font en fait une toute petite partie de ce syndrome agneau écrasé. Margot, on va aborder tout de suite après la qualité du colostrum, donc vous allez avoir la réponse. Donc Laetitia demande, est-ce que ça a un intérêt, du coup, par rapport à ce que tu as dit sur les agneaux qui régulent leur température corporelle,
de mettre une lampe pour les agneaux à l'allaitement artificiel, sachant qu'eux, ils ne sont pas avec leur mère. Est-ce que ça, et avec la température froide qu'on va avoir là? Oui, oui. La façon de se... Enfin, je vous ai dit que pour se réchauffer, ça dépendait de la température du milieu ambiant. Il y a moins de besoin de se réchauffer s'il fait 20 degrés, et donc si l'agneau il est sous lampe, que s'il fait 0 degré. Donc d'avoir une lampe à disposition, alors, même en cas d'agnolage pour les agneaux qui sont un peu faibles, si on a un système qui permet d'éviter les incendies, mais d'avoir un endroit pour que l'agneau puisse se réchauffer, c'est toujours important. Toujours. Très bien, Delphine, on peut continuer sur l'aide à la tétée du colostrum. Ouais. Oui, puisqu'on a dit que le colostrum, c'était fondamental, maintenant qu'on a dit ça, c'est concrètement, on en fait quoi? Alors, quand on a besoin d'aider, l'image qui nous vient en tête, c'est toujours celle qui est sur le côté. J'ai ma brebis et je vais biberonner mes agneaux. Ce n'est pas le premier réflexe à avoir. Aider un agneau à téter, en premier, c'est l'aider à faire téter sa mère. Parce qu'il se joue aussi tout ce qui est dans le lien entre la mère et l'agneau. Quand on fait téter à sa mère, on favorise l'adoption et une fois que l'agneau il est adopté par sa mère, c'est la brebis qui va faire le boulot. Et moi, je pars du principe que tout le boulot que font les brebis, c'est du boulot qu'on n'a pas à faire. Donc, si possible, aider l'agneau à téter, ça veut dire aussi faire en sorte que sa mère l'adopte. Bon, si la mère n'est pas maternelle du tout, si elle a une mamite ou si on n'a plus de mère du tout, il va falloir faire autrement. Le lait le plus efficace, le colostrum le plus efficace sera toujours celui de sa mère. Donc, si on n'arrive pas à faire téter parce que la mère se laisse absolument pas faire, on peut toujours essayer de traire la brebis, de garder son colostrum et de le faire boire ensuite à l'agneau au biberon. Et si on a besoin de faire téter, il vaut mieux toujours privilégier le biberon à la sonde. Tant qu'on a un réflexe de téter, que l'agneau il s'est avalé et qu'il est capable de mettre sa langue en gouttière, on privilégiera toujours le biberon parce que ça sollicite des mécanismes naturels, notamment la fermeture de la gouttière œsophagienne. La gouttière œsophagienne, c'est ce qui permet de faire en sorte que le lait il aille dans la caillette et non pas dans le rumen. Si cette gouttière œsophagienne n'est pas fermée, le lait va partir dans le rumen, va fermenter et l'agneau va ballonner et va mal digérer. À la sonde, c'est toujours un risque, c'est que ça passe pour partie dans le rumen. Donc, quand on sonde, on a toujours un risque que le lait soit mal digéré. Par contre, quand l'agneau est bête ou refroidi ou qu'on l'a pris trop tard, qu'il n'a plus de réflexe de téter, si on veut lui faire avaler du lait, il n'y a pas tellement le choix, on sera obligé de le sonder. Chaque sondage doit être considéré comme un échec de prévention, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire téter à la mère, on n'a pas réussi à biberonner, et donc on le passe à la sonde. C'est assez tentant quand on intervient à minuit, 1h du matin, qu'on est fatigué, on est en fin de période d'agnolage, il y a ce agneau débile qui ne veut pas téter. On est assez tenté de se dire, on va le sonder, on va se coucher. Je peux l'entendre, on est tous humains, on a tous besoin de dormir. Il faut toujours remettre la chose dans le contexte. Est-ce que cet agneau aurait pu téter autrement ou pas? Sinon, si on n'a pas le temps, si on est vraiment fatigué, bon, on peut sonder, mais n'oubliez pas, ça va passer dans le rumen et le risque de ballonnement et puis de colibacillose derrière les ballonnements, il est non négligeable. Alors, faire téter à la mère. Je vous ai dit que c'était important pour le lien mère-agneau. Il faut savoir que l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, elle est sécrétée à 2 moments, au moment de l'ouverture du col, mais aussi au moment de chaque tétée. Donc, plus un agneau tète, plus il va y avoir d'ocytocine et plus la brebis va se dire « Tiens, c'est mon agneau, je l'aime ». Et pour qu'elle puisse dire « c'est mon agneau », il faut qu'elle le reconnaisse. Donc, quand on fait téter, idéalement, on va faire téter debout avec les fesses de l'agneau tournées vers la tête de la brebis, de sorte que la brebis puisse sentir son agneau, voir cette queue qui bouge, qui va lui faire enclencher des mécanismes comportementaux de reconnaissance de son agneau. Donc, si on peut arriver à faire téter debout, c'est le mieux. Si ce n'est pas possible parce que la brebis se tourne, parce qu'elle est fatiguée, on peut asseoir la brebis et faire téter l'agneau assis.
On a le même problème avec l'agneau assis qu'avec le sondage. La tête n'est pas en haut et quand la tête n'est pas en haut, la gouttière se ferme mal. Donc, on a aussi des fermentations, des ballonnements qui sont possibles en faisant téter l'agneau assis. Donc, idéalement debout si ce n'est pas possible assis, mais sachant que la digestion sera moins bonne. Et tout ça fait suite à des problèmes de prévention, puisque tout ça, c'est des suites de défauts de lien maternel. Je vous ai listé tout ce qui est une entrave au lien maternel, qui est quelque chose de très, très fragile, qui n'est pas quelque chose de si naturel que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Chaque fois qu'on intervient sur une misva, qu'on sort un agneau, qu'on va la fouiller, qu'on veut regarder si le col est dilaté, chaque fois qu'on met la main dans une brebis, on perturbe le lien mère-agneau. Alors que sur le moment, on se pose des questions sur le déroulement de la misva, mais on a aussi des conséquences à long terme sur l'adoption de l'agneau. Tout ce qui est stress va provoquer la libération d'adrénaline, qui est une hormone très proche de l'ocytocine. Et cette adrénaline, elle est plus puissante que l'ocytocine. Donc, chaque fois qu'on va stresser la brebis, au lieu de vouloir adopter, elle va vouloir fuir. Donc, le stress, ça peut être l'intervention, mais ça peut être aussi le fait d'avoir du froid, de l'humidité. Ça peut être aussi le changement d'alimentation, par exemple, sur des brebis qu'on a rentrées tardivement. Elles étaient au pré et puis on a la première agnelée, on rentre tout le monde en catastrophe. Changement d'alimentation brutal, ça perturbe le lien mère-agneau. Et puis, ça peut être aussi le chien qui est un petit peu trop pressé, un stagiaire qui est tout le temps après. Allumer la lumière fait partie des stress aussi. Donc, tout ce qui va stresser la brebis fin de gestation va perturber le lien mère-agneau et va nous obliger à faire téter et à travailler à la place de la brebis. Et puis, on a tout ce qui est pathologique aussi derrière, des brebis qui seraient parasitées, des toxémies de gestation. Et pour les agnelles, on va leur laisser quand même on va leur laisser une chance aux mauvaises mères agnelles. Il faut savoir que la maturité cérébrale pour comprendre toutes ces hormones, elle arrive en général entre 18 et 24 mois. Donc, sur des agnelles qui agnellent à 1 an, elles peuvent simplement avoir un cerveau qui n'est pas mature et donc avoir peur de l'agneau parce qu'elles confondent l'adrénaline et l'ocytocine. Et ça, ce n'est pas de leur faute, c'est simplement lié au développement cérébral qui est un peu tardif sur les agnelles. Alors, que faire si votre agneau s'est refroidi ? Souvent, on me dit, bon, je l'ai mis dans une caisse au chaud, ou je l'ai mis sous la lampe, je l'ai mis dans le réchauffe-agneau, je l'ai amené à la maison au chaud. Donc, mettre au chaud, ça, souvent, c'est fait. Mais il ne faut pas oublier que si vous avez une panne de moteur et que vous lancez le moteur, vous n'avez pas de gasoil, et votre moteur, il ne repartira pas. C'est la même chose pour vos agneaux. S'ils sont froids, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'énergie. Donc, la première chose à faire, c'est donner de l'énergie. Si vous voulez faire repartir vite, on peut faire des injections de glucose, soit en sous-cutané, soit en intrapéritonéal. Sous-cutané, on peut utiliser du glucose hypertonique. En intrapéritonéal, on n'utilisera que de l'isotonique pour pas faire de choc osmotique. Donc ça, le glucose, c'est pour faire démarrer et vite. Et ensuite, on va le faire démarrer durablement. Et là, c'est du lait qu'il lui faut. Donc, sonder, s'il est trop froid, il faut le sonder. On ne peut plus le biberonner. Il a perdu le réflexe de téter. Donc, en gros, on lui fait une injection de glucose. On le sonde pour qu'il ait du lait dans le ventre. Et seulement après, on le met au chaud et au sec. Voire, on le sèche avec des linges, avec de l'argile, avec un sèche-cheveux. Mais il faut le sécher pour le maintenir au chaud. Et une fois que ça s'est amorcé, ensuite, on prend un relais avec la tétée au biberon dès qu'il s'est tété. De faire tout ça, de le mettre au réchauffe-agneau et de revenir en fin de journée après 12 heures dans le réchauffe-agneau, l'agneau il sera de nouveau refroidi parce qu'il n'aura pas tété entre-temps. N'oubliez pas le nombre de tétés, on est presque à 12 fois par jour. Je ne vous demande pas 12 fois par jour, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas possible. Mais n'empêche que cet agneau à qui on a passé du temps et de l'énergie, si on le laisse dans le réchauffe-agneau toute la journée, sans lui avoir fait téter, il est condamné. Donc, il faut y penser aussi, même en période de rush à l'agnelage. Alors, pour sonder, on trouve des vidéos sur Internet. Ce n'est pas très compliqué de sonder un agneau. Il y a quelques trucs et astuces qu'il faut respecter pour éviter que ça passe dans le mauvais trou. Le premier, c'est toujours faire avaler la sonde. C'est-à-dire que tant que l'agneau ne vous a pas avalé la sonde, ça ne sert à rien de pousser. Si vous poussez et que l'agneau n'a pas avalé, vous êtes sûr d'aller dans la trachée et donc d'étouffer votre agneau. L'autre petite précaution, c'est de mettre la tête, relever la tête, comme vous voyez là sur la deuxième photo. La tête est relevée vers le haut.
ça permet de mettre en face l'œsophage et la gorge et donc de faire en sorte que le tuyau glisse dans le bon tuyau. Donc, si vous avez mis la tête en arrière et que vous vous êtes laissé avaler, ensuite, il n'y a plus qu'à enfoncer tout doucement. On sera forcément dans le tube digestif. Si vous n'avez pas trop l'habitude ou vous avez un peu peur d'avoir fait une bêtise, vérifiez quand même avant de mettre le lait que vous n'entendez pas de respiration sur le bout du tuyau. Si vous entendez la respiration, c'est que vous êtes dans les poumons. Surtout, vous ne mettez pas de lait. Quand on est dans le tube digestif, on entend des espèces de glou-glou, on entend les borboricques, un bruit un peu liquide. Donc là c'est qu'on est au bon endroit. Et si vous êtes vraiment, vraiment inquiet parce que vous n'avez jamais fait et que vous ne voulez vraiment pas noyer l'agneau, petite précaution à prendre, mettez pas du lait tout de suite, mettez de l'eau, une petite goutte d'eau. Si l'eau tombe dans les poumons, l'agneau va tousser. Si l'eau tombe dans la caillette, il ne se passera rien du tout. Donc, avec quelques gouttes d'eau, si ça tousse, vous enlevez la sonde, vous recommencez. Si ça ne tousse pas, vous pouvez mettre le lait. Alors, question suivante, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette... Enfin, on a sondé notre agneau, qu'est-ce qu'on va mettre dans le ventre de cet agneau pour le réchauffer? Je vous les ai gradés par ordre de qualité et d'adéquation entre les besoins de l'agneau et ce qu'on trouve. Celui de la mer, c'est toujours le meilleur. Alors, quand on peut traire la mer, ça, c'est l'idéal. Mais on n'a pas toujours la mer sous la main, elle n'a pas toujours de lait. Donc, si on n'a pas la mer, eh ben, l'autre idéal, c'est une brebis du troupeau. N'importe laquelle, elle vient d'agneler, elle a perdu son agneau, elle a un simple. Une brebis qui a énormément de lait, on va récupérer le premier lait de cette brebis. Alors, c'est une brebis du troupeau qui vient d'agneler, bien sûr, hein, ce n'est pas une brebis qui a agnelé il y a une semaine. Sachant qu'on peut conserver le lait qu'on a trait, si c'est la première du troupeau qui a agnelé et qui a perdu son agneau, et ben on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer et on va le congeler. À défaut d'une brebis du troupeau, ça peut être une brebis d'un autre troupeau, puisque le meilleur, ça reste du colostrum de brebis. Souvenez-vous des compositions très différentes entre du lait de brebis et du lait de vache. Et puis, si on n'a pas, eh bien, des bovins laitiers ou des caprins laitiers peuvent faire l'affaire. Sachant que le lait de bovin sera toujours plus gras et plus protéique que du lait de caprin, donc fera plus l'affaire. Et si vous n'avez rien de tout ça, vient seulement le colostrum du commerce. Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est souvent, on met en premier le colostrum du commerce parce que c'est facile, c'est de la poudre, on ouvre un sachet, on touille dans l'eau et puis voilà. Mais c'est la solution la moins efficace et la moins durable dans le temps. Alors, quand on a récupéré du colostrum, on peut toujours le conserver tel qu'au frigo. Si on a une brebis qui a perdu son agneau, on la traite, on est en plein rush d'agnelage, donc on va le mettre au frigo. Si on n'a pas d'agneau à faire téter, ben on va le conserver plutôt au congélateur. On peut le conserver quelques jours au frigo, une semaine. Vous l'avez pasteurisé, c'est pas très facile de pasteuriser du colostrum. Donc, en gros, c'est plutôt quelques jours. Et puis, si au bout de quelques jours, ça n'a pas été consommé, on le congèle. Au congélateur, ça se conserve 18 mois. Donc, on a vraiment, vraiment une bonne conservation du colostrum au congélateur. Si on le congèle, idéalement, on le pèse. Alors, pas avec une balance, mais avec un pèse-colostrum, histoire de ne congeler que du colostrum qui soit de qualité. Je vais vous montrer là tout à l'heure les différents pèse-colostrum qu'on a. Et une fois qu'il est congelé, on a deux façons de le décongeler. Si c'est immédiatement parce qu'on a un agneau qui est né et qui n'a pas tété, on va le réchauffer au bain-marie. Pas au micro-ondes et un bain-marie qui est à 56 degrés maximum, donc pas à l'eau bouillante. Et si on est en période d'agnelage, sur des agnelages d'éponge par exemple, où ce serait bien bizarre que dans la semaine on n'ait pas besoin de colostrum, on peut le décongeler au frigo, mettre sa bouteille au frigo et l'utiliser dans les quelques jours qui suivent. Dès qu'il y a une anomalie, par contre, d'aspect sur du colostrum décongelé, s'il y a vraiment des grumeaux ou si ça a phasé, là, il faut jeter le colostrum. Quand on parle de peser, on a deux matériaux qui sont disponibles. On a le pèse-colostrum et le réfractomètre. Le pèse-colostrum est très adapté au colostrum de bovin parce qu'il nous faut quand même à peu près 50 ml de colostrum pour savoir s'il est bon ou pas. Donc, sur du colostrum de brebis, on n'a pas toujours la quantité nécessaire. Alors que sur le réfractomètre, on a juste besoin d'une petite goutte. Donc, même sur une brebis qui est juste suitée avec un lait très épais, on peut le faire au réfractomètre.
Le gros avantage du pest colostrum, c'est qu'il est facile à utiliser. Si vous voyez en bas, est-ce qu'on voit ma flèche de souris? Oui. Vous voyez là, au niveau de ma flèche de souris, on a 4 cases, une rouge, 2 jaunes et une verte. Si c'est du colostrum de bovin, il sera bon s'il est vert, médiocre s'il est orange et mauvais s'il est rouge. Si c'est du colostrum de brebis, il sera bon s'il est vert, moyen s'il est dans la première case orange et mauvais s'il est dans la deuxième case orange ou rouge. Donc c'est assez intuitif. Vert, il est bon, rouge, il n'est pas bon et entre les deux, on réfléchit. Au réfractomètre, là, c'est pour le coup, on a une image en dessous là, de ce qu'on voit au travers de l'œilleton du réfractomètre. On voit, oh, pardon, on voit l'interface. En fait, on a une couleur bleue au-dessus et une couleur blanche en dessous. Et le chiffre à lire, c'est celui qui a à la séparation entre les deux. Donc, sur ce colostrum, on serait sur un colostrum qui serait à 13 Brix. Donc, autant dire que celui-ci, vache ou brebis, il est très mauvais. On considère qu'il est bon s'il est au-dessus de 24 Brix. Sur du bovin, à 17, en dessous de 17, il faut le jeter. Sur du brebis, en dessous de 20 Brix, on considère qu'il est plus, il n'est pas suffisamment nourrissant. Donc, tous ces colostrums mauvais, ça ne sert à rien de les congeler. C'est du temps et de l'énergie perdue pour finalement pas réussir à sauver les agneaux malgré tout. Alors, si vous récoltez le colostrum de brebis ou de vache ou de chèvre laitière, attention quand même dans le terme, les laiteries considèrent que c'est du colostrum les 7 premiers jours. Donc, le lait des vaches laitières est éliminé de la commercialisation pendant les 7 premiers jours pour raison colostrum d'après la laiterie. Donc, pour certains éleveurs laitiers, quand on leur demande du colostrum, ils vont vous donner du lait de peau des 7 premiers jours. Ça n'est pas un colostrum efficace. On rappelle, c'est 6 heures, c'est la première tétée. Le colostrum qu'il faut récupérer, c'est le lait de première traite avant la tétée du veau. Donc, des fois, il faut redéfinir avec les éleveurs sur ce qu'ils vous ont donné. Bon, en général, le lait de peau, c'est pas. Là, vous avez des photos sur le côté, là, des photos de colostrum congelé. C'est bien jaune, bien crémeux. Le lait de peau, c'est rarement aussi jaune. Si vous avez quelques questions. Alors, Johan, tu demandais si on pouvait utiliser du colostrum de vache, mais tu as répondu. Oui. Peut-être, Delphine, rappeler ce qu'est une intrapéritonéale et puis peut-être quel est son intérêt par rapport aux injections en sous-cutané avec du glucose. Oui. Alors, l'intrapéritonéale, c'est une injection dans le ventre de l'agneau de glucose. Le gros avantage, c'est que les viscères sont très, très richement vascularisés. Et donc, on a une assimilation du glucose qui est quasi immédiate. C'est aussi immédiat qu'une intraveineuse sans avoir le risque d'hyperglycémie qu'on aurait si on fait une injection intraveineuse de glucose. Donc, on a une assimilation qui est très rapide. L'autre avantage aussi, c'est qu'on va injecter du glucose qui est tiédi. Et donc, ça va réchauffer les boyaux. Quand on a froid, on met une bouillotte sur le ventre, c'est là où c'est le plus efficace. La bouillotte sur les pieds, ça réchauffe les pieds, mais ça ne réchauffe pas l'intégralité. Et bien pour l'agneau, c'est pareil, de réchauffer sa masse abdominale, ça va lui permettre de se réchauffer plus vite. Donc non seulement le glucose est plus vite assimilé, mais en plus, ça va participer à réchauffer l'agneau. Alors concrètement, comment on fait? Pareil, ça doit pouvoir se trouver sur le site de l'IDEL. Il me semble qu'il y avait une démonstration. On met l'agneau tête en bas pour repousser les viscères vers le bas et on pique dans le côté du flanc entre le nombril et la hanche pour éviter de piquer dans une anse intestinale. La première fois, ça fait un peu peur, mais honnêtement, ce n'est pas plus risqué que faire une intramusculaire. Il faut juste se lancer et prendre les deux précautions. C'est toujours du glucose isotonique. Si on prend de l'hypertonique, on va déclencher une péritonite, donc ce n'est pas souhaitable. Donc, toujours du glucose isotonique et toujours réchauffer. Parce que là, pour le coup, si vous mettez du glucose froid sur les boyaux, vous allez refroidir encore plus vite votre agneau. Donc, il faut que votre glucose soit entre 37 et 39 degrés. Alors, tu peux nous préciser, hypertonique, isotonique, ça c'est 5-10%. Oui, c'est 5%, c'est le 5%. C'est le vert. Oui. C'est le vert, oui. C'est le vert. Ouais. C'est celui-là qu'il faut
en matière d'intrapéritonéal, il faut faire du 5%. Oui. Bien réchauffé. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir le glucose hypertonique puisque c'est réservé à un usage, normalement un usage vétérinaire. Donc dans la plupart des cabinets vétérinaires, si vous achetez du glucose, c'est de l'isotonique qui vous sera délivré. D'accord. Donc, au sujet des vidéos dont vous a parlé Delphine, effectivement, hein, vous avez des vidéos sur les injections sur les agneaux que vous allez retrouver sur le site de l'Institut de l'élevage. Une autre question de Herbette, est-ce qu'on peut, jusqu'à quel moment, est-ce que sur une brebis qui a des agneaux, est-ce qu'on peut récupérer du vrai colostrum? Combien de temps après la mise bas? Alors, si elle n'a pas été tétée, en théorie, la première journée. La montée de lait ne se fait qu'au démarrage de la lactation, au démarrage de l'allaitement. Donc, la brebis commence à du lait parce que l'agneau a vidé du colostrum et que la brebis le remplace progressivement par du lait plus ou moins colostral au début. Donc, si l'agneau n'a pas tété, si l'agneau ou les agneaux, parce qu'il faut se méfier aussi des petits voleurs et des gros agneaux qui vont téter les brebis très maternelles, s'il n'y a pas eu de tété, que la brebis est en case, on peut récupérer dans la première journée. Autre question, donc, sur les quantités de colostrum à distribuer, donc tu l'as dit, c'est 10% du poids vif, donc un agneau double, voilà, pour nos races en France, ça fait à peu près 4 kilos, donc ça fait 400 millilitres. Donc ça fait, comme tu l'as dit, on ne peut pas le donner en une seule fois. Donc pour un agneau qui ne serait pas sous sa mère, qu'est-ce que tu proposes? Par exemple, un agneau qu'on va mettre au biberon, etc. Est-ce qu'il faut y revenir? Oui. Toujours. Alors, sur un agneau biberon, c'est assez facile parce qu'en fait, il va vous dire quand il est dîné. Quand sa caillette est pleine, il va se mettre à mâchouiller, il va recracher la tétine et puis il va y dormir. Donc, sur un agneau biberon, en fait, au démarrage, on le laisse téter ce qu'il a envie. Et en fonction de ce qu'il a envie, il va y falloir y revenir plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait tété la totalité de ce qu'il a besoin. Le plus difficile, c'est quand on sonde un agneau, parce que là, pour le coup, l'agneau, il ne peut pas vous dire j'ai l'estomac plein ou pas. Une façon d'estimer le volume de la caillette, c'est de regarder la taille du crâne de l'agneau. Quand on met les doigts sur les oreilles et sur les yeux, donc vous avez la main gauche sur les yeux, la main droite sur les oreilles, ça vous fait un cercle et ça vous donne une petite idée du volume de la caillette. En général, les agneaux qui sont les plus gros, les plus développés, on peut arriver jusqu'à 100 ml, et plus ils sont petits, et moins on pourra en mettre. Si jamais il y a du reflux, c'est-à-dire qu'au moment où vous retirez la sonde, il y a du lait qui vient avec, c'est que vous avez beaucoup trop mis de lait. Quand on a du reflux, c'est qu'on a dépassé au moins une fois et demie la capacité de la caillette à se remplir. Une question de Walter, quand on a un agneau refroidi, oui. Quelle dose de glucose il faut lui injecter, soit en sous-cutané, soit en intrapéritonéal? Et d'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes doses avec les deux modes d'injection? Alors, en règle générale, sur un agneau refroidi, en intrapéritonéal, on fait autour de 50 ml. On peut monter jusqu'à 100 ml, mais là, ça fait quand même des grosses quantités. En sous-cutané, on peut mettre 50 ml, mais le problème, c'est qu'on est limité par point d'injection. Quand on a fait 2 ml sur un point d'injection, on est déjà sur une grosse quantité. Donc, il faut repiquer ailleurs. Donc, pour mettre 50 ml par point de 2 ml, bah, votre agneau ressemble vite à une grosse framboise. Et puis aussi, à un moment, vous en avez marre de piquer de l'agneau de partout. Donc, souvent, en sous-cutané, on met des volumes un peu moins. Et c'est pour ça qu'on utilise l'hypertonique. Pour pouvoir mettre moins de volume sur l'hypertonique, on est en général plutôt à 25 ml. Donc, ça vous fait 50 points d'injection. Autre question. Est-ce que la formation du colostrum sur les brebis est la même que celle des bovins? Alors, teneur en protéines avant mise bas et minéralisation. Donc, Gauthier, votre question, est-ce que c'est par rapport à l'importance de l'alimentation de la brebis avant la mise bas? Est-ce que c'est bien ça votre question? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont on va alimenter la brebis, c'est ça, Delphine? L'alimentation, teneur en protéines et minéraux en particulier. Oui, oui. Oui, je ne peux pas en dire plus. Oui, la ration de fin de gestation, elle va déterminer la quantité de graisse brune qu'il y a dans l'agneau, donc sa capacité à se réchauffer, et la qualité du colostrum, que ce soit à la fois sur les teneurs en matière utile et sur les anticorps. Donc, une ration équilibrée, suffisante. Alors,
souvent au détriment des fourrages, parce qu'on ne peut pas tout faire avaler à une brebis qui est pleine et qui a beaucoup d'agneaux, mais l'équilibre de ration et la quantité de ration, oui, y compris les minéraux, donc en insistant sur sélénium, magnésium et calcium. À contrario de la vache, puisque sur la vache, on va limiter les quantités de calcium parce qu'on a les fièvres de lait qui apparaissent après mise bas. Sur la brebis, les quantités de calcium avant agnelage sont vraiment importantes, donc on a tendance à augmenter la ration en calcium en fin de gestation. Voilà, puis les brebis bien nourries sont également plus maternelles, hein, quelle que soit la race. Quand elles sont bien nourries, ça joue aussi sur leur instinct maternel. Écoutez, vous pouvez continuer hein, sans souci à vous poser vos questions. On va continuer, Delphine, avec cette fois-ci la mise en case et pour favoriser donc cette fois le lien mère-agneau dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Alors, mettre en case, c'est effectivement une façon évidente, on va dire, enfin que tout le monde a en tête pour favoriser la création de ce lien. On n'est pas obligé de mettre tout le monde en case. Un simple qui serait bien démarré, qui tète sa mère et qui a le ventre plein quand on arrive le matin, je ne vois pas pourquoi on mettrait la brebis en case. Simplement, ces brebis mères de simple, avec des agneaux vigoureux, on va les isoler, on va les enlever avec les gestantes pour faciliter la surveillance des brebis à agneler. Et pour limiter le risque d'avoir des brebis qui sont en fin de gestation, qui vont lécher cet agneau et vouloir adopter et la concurrence entre mères. Donc, une mère de simple dont tout va bien, on la passe juste dans la case de lactante, mais pas forcément en case d'agnelage. La case d'agnelage, elle est adaptée à tout ce qui risque de poser problème, donc les mères de double, de triple, voire plus. Tous les simples qui sont un peu tristounés ou qui ne sont pas tout à fait adoptés. Des brebis qui ont eu des problèmes, les brebis qui ont eu des toxémies de gestation ou qui ont été parasitées, elles auront moins tendance à être maternelles. Donc, elles, on va les passer en case aussi. Et puis, tous les agneaux qu'on va vouloir faire adopter, des agneaux qui ont été refusés par la mère ou qui n'ont plus de mère et à qui on va vouloir faire un changement de mère. Tout ça, on passe en case. Ça veut dire que tout le reste, ça passe en case collective. Alors, ça peut être des cases collectives de 3-4 brebis au démarrage. On n'est pas obligé de mettre tout de suite l'agneau avec sa mère, avec la centaine de brebis suitées. On peut faire des cases de 2-3 brebis pendant une semaine et puis après, elles passent dans la grande case. Petite section, moyenne section, grande section. Petite section, c'est la case individuelle. Moyenne section, 3-4 brebis. Et grande section, c'est la case de lactante globale. Pour tout, comme les cases d'agnelage comme pour le reste, le trop est l'ennemi du bien. La durée de temps en case, c'est moins de 48 heures. Sauf s'il y a des problèmes d'adoption, des agneaux qui sont très faibles, des problématiques particulières. Mais sur une mère de double ou de triple, plus de 48 heures, le risque, c'est que cette litière devienne très humide, devienne très contaminée et que vos agneaux en case s'attrapent de l'arthrite ou des colibacilles côté agneau. Et pour la brebis, passé 48 heures, elle commence à s'ennuyer de son groupe. Une brebis isolée, c'est une brebis qui va se faire manger dans la nature. Donc, une brebis isolée est toujours stressée. Si on les laisse trop longtemps en case, les brebis diminuent leur ingéré, vont passer plus de temps à regarder les copines de l'autre côté de la case et moins de temps à regarder leur agneau. Donc, 24 heures, c'est bien. Plus s'il y a des problèmes, mais s'il n'y a pas de problème, 48 heures, ce n'est pas une plus-value, bien au contraire. Sur le type de case qu'on peut proposer, la case idéale fait au minimum 1 mètre par 1,50 m. On a les standards qui sont donnés, sachant que ça dépend de la prolificité et de la taille de la brebis. Quand on a des races de pays avec des brebis très différentes, on va garder le 1 mètre par 1,50 m. Surtout si c'est pour rester que 24 heures. On peut augmenter la taille de la case si c'est des brebis à problème, parce qu'elles vont y rester longtemps et qu'il faut quand même qu'elles puissent se retourner. Et puis, il faut aussi qu'on puisse rentrer, faire téter l'agneau. 1 mètre, 1,50 m, il y a la place de la brebis de l'agneau et pas trop des fesses du berger. Donc, on peut avoir envie d'un peu plus de confort sur les brebis qui sont en phase d'adoption ou sur des brebis à problème. Faut prévoir un nombre de cases quand même relativement important. Sur des races un peu prolifiques, on est entre 20 et 50% de cases pour
selon le mode de lutte, 20% sur des luttes naturelles, 50% sur des synchronisations. Et sur des agnelles, on est toujours sur plus de cases que sur des brebis. C'est normal, elles n'ont pas un bon comportement maternel. Je vous ai dit, elles ne sont pas forcément matures. Donc, il y aura forcément un peu plus de problèmes d'adoption sur les agnelles. Une mère d'agnelle qui a un simple, on peut quand même la mettre en case parce qu'il est temps qu'elle apprenne et qu'elle ne sait pas forcément comment faire. Et dans des cases d'agnelage, il y a toujours accès à l'eau et au fourrage. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que j'ai vu tellement de cases d'agnelage où les brebis, elles sont parquées et il n'y a rien dedans, il n'y a pas un seau ni d'eau ni de fourrage parce que l'agneau s'est déjà noyé dans le seau. C'est vrai, mais il existe aussi des porte-seaux qui se mettent sur les cases pour mettre le seau en hauteur que l'agneau ne passe noyer dedans. Il ne faut pas oublier que pour faire 1 litre de lait, il faut 1,5 litre d'eau. Donc, si votre brebis elle est en stress hydrique et elle n'a pas d'eau dans sa case d'agnelage, comment voulez-vous qu'elle fasse du lait? Moi, je ne sais pas faire. Donc, si on les laisse 48 heures et qu'en plus, elles n'ont pas d'accès à l'eau, là, pour le coup, la lactation va en prendre une sévère, va prendre une claque, sachant que ce qui se joue là, c'est le pic de lactation. Donc, si vous les laissez longtemps sans accès à l'eau, vous allez écrêter le pic de lactation. Et le fourrage, alors je ne vous ai pas mis le complémentaire. Souvent, on constate dans la journée après l'agnelage que la brebis n'a pas très faim. Donc, l'accès au complémentaire, si elle reste que 24 heures, c'est un peu plus discutable. Alors, je vous ai dit qu'on faisait adopter aussi en case. La question, c'est qui on va faire adopter. Tous ceux qui n'ont pas de mère ou pas de mère qui veulent d'eux. Comment on choisit cet agneau quand on a des portées très nombreuses? Par exemple, sur une portée triple où il y a un gros et 2 petits, moi, j'ai tendance à préférer laisser les 2 petits et sortir le gros. Même si le gros a plus de chances de s'en sortir, n'empêche que si la portée est homogène, on a moins de risque d'avoir des mères qui refusent un des agneaux après sortie de case. Et quand on enlève les doubles sur les agnelles, moi j'ai tendance à ôter le plus dégourdi, souvent c'est le plus gros. On a souvent ce réflexe inverse de dire on va laisser le dégourdi sous l'agnelle parce que lui au moins il a une chance de survivre. Oui, mais justement on a déjà plus de risques de mortalité à l'allaitement artificiel. Alors si en plus on met que les bancales, ceux qui n'ont pas tété et les agneaux qui ne sont pas dégourdis, bah forcément le succès il n'est pas là. Je vois que le temps avance, on va faire un peu rapidement sur les techniques d'adoption, même si on pourrait y passer 1 heure. Faire adopter, ça veut dire avoir une brebis qui vient d'agneler. Si possible, on ne la laisse pas regarder son agneau mort. Si elle a léché son agneau et qu'il est mort, ce sera beaucoup plus difficile de faire adopter parce qu'elle a reconnu son agneau. Au contraire, si on ne le laisse pas lécher son agneau mort et puis qu'on récupère du jus et qu'on frotte l'agneau à adopter, elle va se mettre à lécher et si elle lèche, la moitié du boulot est fait. L'autre moitié du boulot vient au moment où l'agneau tète. Donc, si elle l'a léché et que l'agneau tète, l'adoption est plutôt bien partie. Si elle ne l'a pas léché ou que l'agneau ne veut pas téter, là, l'adoption est compromise. Alors, il y a plein de trucs et astuces de berger pour faire adopter, pour favoriser le léchage et favoriser la tétée. En gros, léchage, ça se base sur arroser. Alors, on peut laver l'agneau avant pour qu'il n'ait pas son odeur. Et on l'arrose avec les jus ou avec l'agneau qui est mort. Il y en a qui découpent aussi la peau de l'agneau. C'est un peu... Bon, voilà, faut aimer faire ça. Mais déjà, rien que du jus récupéré dans la brebis de l'agneau, ça permet de forcer le léchage. Pour favoriser la tétée, sur des agneaux un peu vieux, on a aussi une aide à entraver l'agneau au démarrage. C'est-à-dire que l'agneau qui est réveillé, qui était au biberon, que vous voulez faire adopter, vous lui attachez les pattes pour pas qu'il se lève tout de suite, pour forcer la mère à le lécher. Et moins il va se lever, plus la brebis va le lécher. Et donc, au bout d'un quart d'heure, 1 demi-heure, quand la brebis l'a bien léché, vous enlevez l'entrave, l'agneau se met debout, il va téter et l'objectif est réussi. Après, il y a plein de trucs et astuces, il y en a autant que de bergers. Et là, par contre, c'est en case individuelle et il n'y a pas de temps limite, c'est vraiment le temps nécessaire. Il y a des brebis qui adoptent en 10 minutes, il y en a d'autres qui adoptent en 1 mois. C'est vraiment très, très variable. Je vois le temps qu'il est. On va juste répondre peut-être à la question de Gauthier avant de terminer sur l'hygiène et la propreté, Delphine. Il se pose la question de l'intérêt des chlorures de magnésie sur les brebis avant la visite. Alors, tout ce qui est chlorure de magnésium, ça va aider dans le cas de carence réelle en magnésium.
des années comme cette année, par exemple, des années très très humides, l'herbe est peu chargée en magnésium, mais on se retrouve avec des brebis carencées en magnésium avant mise bas. Le magnésium, il est utile pour la dilatation du col, la qualité des efforts et l'expulsion du premier lait. Donc, si on manque de magnésium, on va avoir des brebis qui agnellent mal, des mises bas qui sont longues et des agneaux qui ont du mal à téter et à prendre leur première tétée. Si on n'a pas de carence en magnésium, l'intérêt il est relativement limité. En dehors des périodes d'avortement où on veut le magnésium pour son côté système immunitaire. Mais là, dans le déroulement de la mise bas, c'est vraiment corriger des carences en magnésium en fonction du terrain et de l'année. Juste, vous le voyez dans la conversation, un autre témoigne sur la technique du pyjama, hein, qu'on appelle la technique du pyjama, en disant qu'il y a pas mal de réussite. Oui, Caroline, quels sont les dosages pour le magnésium? Alors, il me semble que dans l'eau de boisson, la plupart des magnésiums, des chlorates de magnésium, c'est 5 grammes par litre d'eau, mais ça, je pourrais vous redonner l'information. Caroline, on note et Catherine vous enverra un mail sur ce sujet. Très bien, on termine sur les… Caroline, vous pouvez mettre votre mail dans la conversation, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas qui s'affiche. Merci. Donc, ne pas oublier non plus l'hygiène autour de l'agnelage. On a vu que l'agneau, il se refroidit si l'ambiance est froide et humide. Donc, si la litière est humide, forcément, l'agneau va se refroidir. Dans l'étude mortalité dont on a discuté au départ, alors on n'a pas un lien direct entre la quantité de paille et la mortalité, mais on voit quand même que se dégagent 2 paquets d'éleveurs. Ceux qui sont très utilisateurs de paille, qui sont presque à 1 kg de paille, enfin, on a entre 900 grammes et 1 kg de paille par jour et par brebis en période d'agnelage, qui ont un taux de mortalité qui est systématiquement plus bas. Et puis les éleveurs qui sont vraiment pas généreux sur la paille en période d'agnelage, puisque le deuxième paquet, on est autour de 300 grammes par brebis et par jour. Et là, pour le coup, on est dans le paquet du haut, puisqu'ils sont sur une mortalité moyenne autour de 20%. Donc, une mortalité relativement élevée. Donc, si vous n'avez pas trop de paille, paillez à période d'agnelage et puis lâchez sur les autres périodes de vie de l'agneau et des brebis. Mais sur la période de mise bas, franchement, l'impact sur la survie de l'agneau est notable. Si on reprend ces graphiques-là que je vous ai montrés tout à l'heure, donc vous retrouvez sur celui de gauche la protection normale et sur celui de droite, ce qui se passe quand le milieu il est très riche en agents pathogènes. Mais vous voyez que quand la pression microbienne est intense, les anticorps colostraux vont être très vite utilisés par l'agneau pour se débarrasser des différents pathogènes qu'il rencontre. Et on arrive à 3 semaines avec un épuisement de la réaction, du taux d'anticorps maternel, alors que l'agneau n'a pas encore fait sa réponse lui-même. Il a tété suffisamment, donc il démarre sa réponse personnelle normalement, mais les anticorps sont consommés trop vite. Et on se retrouve là aussi avec un trou immunitaire qui est important et surtout des maladies qui apparaissent plus tôt. Là, vous voyez que le seuil critique, on n'est pas à 3 semaines et demie, 4 semaines, on est plutôt vers 15 jours, entre 15 jours et 3 semaines d'âge. Donc, quand on a une pression intense, les agneaux commencent à tomber malades plutôt vers 15 jours, 3 semaines. Et la faiblesse immunitaire est plus intense, ce qui fait que les agneaux sont plus facilement malades et surtout, ça meurt plus vite. Donc, la paille, ce n'est pas seulement pour réchauffer, c'est aussi pour prévenir des maladies. Rapidement sur le nombril, désinfecter dès que possible, ça vous le savez. Je vous ai mis le pouvoir asséchant ou désinfectant parce qu'on ne va pas chercher sur les nombrils la même chose. Si on a des nombrils qui sont plus gros que mon pouce ou si on a des infections du nombril, si c'est vraiment très gros à la naissance, on va partir sur des asséchants. Et si on a plutôt des infections de nombril ou des arthrites, on va chercher plutôt ce qui est désinfectant. Et pour finir, la boucle et la queue. En résumé, pour les boucles, on va désinfecter à la pause, mais le plus tard possible, c'est le mieux. Il n'y a pas d'urgence. On peut boucler à 1 semaine, ça ne sera que mieux. Le seul impératif, c'est la traçabilité. Et là, il existe des méthodes non invasives. Le marquage à la peinture, la bombe, les élastiques de bocaux de confiture, enfin de bocaux de conservation, enfin des choses qui ne sont pas traumatisantes pour l'agneau et qui permettent de retarder le bouclage.
Et pour la queue, toujours dans la première semaine, si on boucle plus tard, on a des problèmes de douleur et d'infection qui n'existent pas quand on boucle dans la première semaine. Les modalités de coupe de la queue, on pourrait pareil en parler un moment. Ne pas oublier que si vous avez des agneaux mâles faits en bergerie, l'intérêt de la coupe de queue, elle est quand même assez discutable. Si c'est des femelles de renouvellement ou des agneaux qui vont à l'herbe, après, élastique ou codectome, c'est au choix de l'éleveur. Si jamais vous choisissez le codectome, donc le coupe-queue, pensez vraiment à désinfecter le moignon parce que c'est un trou, donc un trou, c'est un point d'entrée pour les germes d'arthrite et pour le tétanos également. J'ai débordé de 2 minutes, mais ça va à peu près. Merci beaucoup. Alors, oui, Sabrina nous dit des bergeries du Nord-Est. Il faudrait faire passer le message à ceux qui écrivent des cahiers des charges. Oui, je sais bien. Alors, sur les cahiers des charges, pour avoir été veto en groupement un certain temps, quand on a des soucis sanitaires de type arthrite, avec un certificat du vétérinaire comme quoi la situation sanitaire de l'élevage impose un bouclage plus tardif, c'est passé à chaque fois. Par contre, ce qu'ils imposaient, c'était une traçabilité. C'est-à-dire que ce soit marqué, par exemple, le rang d'agnolage sur l'agneau ou le numéro de la mère, enfin, qu'il y ait une traçabilité mère-agneau. Mais pour le cahier des charges, ils n'imposent pas forcément de boucler. Ils veulent la traçabilité, pas forcément le bouclage. On a une dernière question de Nora qui pose la question de la castration, cette fois-ci à l'élastique. Oui, la castration, c'est comme la coupe de queue, ça se fait dans la première semaine à l'élastique. Et en combien de temps est-ce que les testicules les testicules, ça tombe assez vite. Hein. C'est pas comme la queue où on a un os et une articulation à arranger. En général, les testicules tombent en 3-4 jours. Si c'est fait dans la première semaine, ça tombe assez vite. Et sur la castration, s'assurer que les élastiques ne soient pas de vieux élastiques. Parce que pour la castration, il faut vraiment des caoutchoucs qui soient bien toniques. Si le caoutchouc a un petit peu pris l'air et qui craquelle un peu, on peut avoir des échecs de castration et avoir besoin de reposer un anneau derrière. Et là, pour le coup, l'agneau est vieux, ça lui fait mal et c'est pas souhaitable. Eh bien, écoute, merci beaucoup Delphine. Il nous reste à vous souhaiter des bons agnolages pour ceux qui y sont. Et puis, on vous dit à bientôt. On espère que ce webinaire vous aura intéressé, vous aurez appris des choses. Merci pour vos messages dans le chat. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.